Salut à tous, c'est le Duke, j'espère que vous allez bien. J'ai une nouvelle émission à vous proposer, donc échange avec à mes côtés donc une dame, une charmante dame que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant déjà, qui a osé intervenir sur Facebook pour évoquer à l'époque, on parlait des masques. Bon, cette dame s'appelle Isabelle Duchâteau. Elle vient de Belgique, donc elle va se présenter. De toute manière, je vais lui laisser bientôt la parole. Et c'était simplement pour vous dire que c'est bien d'entendre la voix de personnes, bien sûr, qui savent vraiment de quoi ils parlent, puisqu'ils sont au cœur même des sujets qui nous concernent tous actuellement. Et quand j'ai vu sa nouvelle intervention qu'elle a proposée, donc par rapport à ce qu'on va discuter, c'est-à-dire les vaccins et entre autres, je me suis dit, je vais la contacter et je vais voir si je peux faire une vidéo avec elle. Et elle a bien sûr répondu présente et je la remercie donc pour cette présence, donc cette présence d'esprit aussi, d'avoir pleinement conscience de l'urgence dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire aussi de faire complètement abstraction de toute forme de peur, puisque je peux vous dire une seule chose, si vous avez peur d'un virus ou d'un vaccin, je peux vous dire que ce que la cabale, c'est-à-dire les élites qui sont en train de fomenter on va dire ce plan, si vous saviez, de toute manière, beaucoup de personnes qui sont en train de regarder cette vidéo ont pleinement conscience de ce qui se passe, mais il y a beaucoup de personnes qui découvrent. Je peux vous dire, si le virus vous fait peur ou le vaccin ou quoi que ce soit, dites-vous bien que ce plan qui est derrière, il peut encore faire beaucoup plus peur, et c'est justement pour ça qu'on fait des actions, on essaye de trouver des solutions et de répandre l'information pour éviter d'aller vers cette réalité-là, ce paradigme-là. Donc, bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais tout simplement commencer par une question classique. Qui êtes-vous? Présentez-vous pour les personnes qui ne vous auraient pas découvert sur Facebook ou bien, je ne sais pas si vous avez déjà fait d'autres interventions sur le net, mais en tout cas, merci de vous présenter comme. Voilà. Ouais. Alors, je m'appelle effectivement Isabelle Château, je suis belge et de profession, je suis infirmière avec une formation en soins intensifs et en soins d'urgence. Donc, j'ai travaillé pendant un petit peu plus qu'une dizaine d'années aux urgences de l'hôpital Saint-Pierre, quelques années courtes, assez courtes aux soins intensifs. Et j'ai eu la chance de participer à la pandémie de H1N1 à l'hôpital Saint-Pierre, qui est l'hôpital de référence des maladies infectieuses. Et donc, c'était chez nous que tous les patients H1N1 étaient renvoyés. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à ressentir un certain malaise par rapport, déjà à l'époque, la différence, la dichotomie qu'il y avait entre le discours officiel et ce que je voyais sur le terrain. Puisque tous les patients H1N1 que j'ai vus arrivaient dans leur voiture, arrivaient à pied jusqu'à l'accueil pour s'inscrire. Et c'est seulement une fois qu'ils étaient dans la salle d'attente qu'ils étaient hautement contagieux et qu'il fallait se déguiser en scaphandre pour aller les chercher. Enfin, c'était un décorum juste hallucinant pour des gens qu'on gardait hospitalisés d'ailleurs, alors qu'ils allaient presque mieux que moi à la limite à l'époque. Vous suiviez les consignes. Ah ben, je suivais les consignes, tout à fait, oui. À ce moment-là, je n'étais pas... Enfin, c'est de ce moment-là que je date la distance que je mets de plus en plus entre le discours et ce que j'observe. Et donc, quand le coronavirus s'est invité dans les contrées, j'ai mes petites antennes qui se sont réveillées. Et je me suis dit, ça me dit quelque chose, ça me rappelle un truc. Un déjà vu. Du déjà vu. Mais voilà, on ne peut jamais être certain qu'on ne va pas effectivement se retrouver face à un virus émergent qui pourrait effectivement disséminer la moitié de la planète. Donc au début, j'étais assez prudente. Quand le confinement a débuté, les 15 premiers jours, j'étais plus dans une posture d'observatrice et je postais des choses qui remontaient plutôt le moral en disant mais finalement il a du bon ce virus, regardez, il y a de nouveau des dauphins qui nagent dans les eaux de Venise, il y a de nouveau des plantes vertes. Enfin, voilà, j'étais très soft dans ce que je partageais, mais pendant ce temps-là, je me documentais, je regardais et puis à un moment donné, j'ai dit oui, ça va, c'est bon, hein. Ça recommence, là. Les magouilles avec les chiffres, ça ressemble à rien. Mais bon, à ce moment-là, j'ai commencé à partager tout ce que je découvrais et qui était un non-sens. Et je pense que là où la publication qui a fait le plus d'effet à cette période-là, c'est quand on est sorti du confinement début mai. Donc nous, c'était un petit peu avant la France, mais qu'on nous a annoncé que pour sortir du confinement, il allait falloir porter un masque
dans l'espace public. Et là, je dis, mais moi, je suis infirmière et c'est hors de question. Je ne ferai jamais une aberration pareille. Et je pense que ça a permis de réveiller les gens et de se dire, mais c'est vrai, enfin, porter un masque dehors, ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Et encore, je dis dehors et dehors. Non, même pas. Donc, moi, je suis bien sûr, pour moi, c'est une aberration totale, mais tu es au bord de la plage. Oui, voilà, Donc, c'est ça. à Knock, là, sur la digue et tout, et on te fait mettre un masque, ça n'a pas de sens. Tout à fait. Hmm. Et donc voilà, j'ai continué depuis ce moment-là à surveiller l'actualité et à dénoncer aussi souvent que possible les manipulations des chiffres, les prises de décision rocambolesques et abracadabrantes, parce qu'il y en a eu, hein, ici comme partout ailleurs. Oui, donc c'est vrai que si on regarde un petit peu le scénario actuel, on se dit, mais surtout si on se, comme je veux dire, il n'y a plus de personnes qui meurent de cancer, il n'y a plus personne qui meurt de crise cardiaque, il n'y a plus personne qui meurt de grippe saisonnière. Donc, tout passe au Covid. D'ailleurs, il y a même, j'étais chez le kiné, je m'étais foulé la cheville, il a dit, tu as une foulure de type Covidal. Donc, oui, aujourd'hui, à la sauce Covid, un qui avait une balle dans la tête, il y a marqué Covid sur la balle. Donc, ça devient, parce que les personnes, ils viennent près de moi, et enfin, ils viennent vers moi, ils me disent aussi, ouais, tu dis, il n'y a pas ça, mais moi, j'ai des morts dans ma famille. Mais je dis, attends, il y a toujours des morts dans la famille. Je veux dire, il y a toujours, qu'on m'indique une année dans l'histoire humaine, où il n'y a pas eu un mort dans l'année. Et quand on voit justement ces chiffres des années précédentes, qui sont légèrement aussi, ils essayent d'effacer un maximum d'archives, mais tu tombes sur des chiffres de dingue, de personnes mortes de grippe saisonnière. Et puis voilà, sauf que cette année, apparemment, il n'y a plus personne qui meurt de la grippe saisonnière. Et après, pardon ? Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Donc, le Covid, la Covid, il est tellement fort qu'il tue même, il s'attaque même à la grippe saisonnière. Il le pousse, il dit laisse-moi devant. Donc, c'est moi qui attaque les gens. Donc, c'est simplement pour faire le cartoon. Mais c'est clair que, donc, quand je vous ai découvert, donc c'était le premier confinement, vous avez fait un appel dans votre voiture, vous avez expliqué l'aberration du masque. Et justement, pour faire un rappel, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être découvrir cette vidéo, c'est peut-être des personnes qui ont pour l'instant regardé que la RTBF, qui ont regardé que BFM TV, qui ont regardé que LCI, et puis tous ces journalopes, moitié journalistes, moitié salopes, donc journalopes qui sont complètement à la merci des lobbies par-dessus, qui sont même plus des journalistes, ce sont plus des personnes qui font un travail sérieux d'investigation, mais qui sont des personnes qui font rien d'autre que de lire un prompteur. Et donc, c'est à cette époque-là où je vous découvre, donc lors du premier confinement, et ce serait bien peut-être pour ces personnes qui découvrent tout ce sujet, le masque. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'un masque ne sert à rien ? Parce que, voilà, je vais vous laisser la parole vraiment pour expliquer votre vision. Pourquoi est-ce que ce masque n'a pas de raison d'être d'une certaine manière ? Alors, la façon dont on le fait porter à la population n'a pas de sens. Il a une raison d'être dans certaines situations particulières, et encore parce qu'effectivement, tout le monde, enfin, les gens qui refusaient de porter le masque se faisaient attaquer en disant « Eh bien, la prochaine fois que tu te feras opérer, demande à ton chirurgien de ne pas en porter. » C'est relativement neuf, hein, le masque en salle d'op, et il y a dans la littérature quasiment autant de littérature qui montre que ça a assez peu d'impact sur le déroulement de l'opération que de littérature qui dit qu'au contraire, il faut le mettre. Donc, parce qu'on voit bien que lors d'une OP, c'est surtout pour éviter que quand on a des plaies ouvertes et tout ça, et voilà. C'est surtout pour protéger le chirurgien des projections. Exactement. Mais donc, effectivement, là où je m'étais insurgée, c'est que à l'époque où ça aurait eu un sens de le faire porter, relativement sensé de le faire porter, c'est-à-dire au moment où on ne connaissait rien de ce virus, où on le voyait arriver, mais il aurait fallu effectivement conseiller à la population de le porter par principe de précaution, puisque c'est très à la mode.
Attention, je ne dis pas que ça aurait été efficace et que ça aurait changé quoi que ce soit, mais je dis qu'à l'époque où on ne savait rien de ce virus, mais qu'on supposait que c'était un virus respiratoire, ça aurait été logique début mars de dire aux gens, dès que vous sortez, que vous êtes dans des milieux confinés comme des grandes surfaces ou ce genre de choses, portez un masque, ça vous protégera, ça protégera les autres. Mais c'est tout le contraire qu'on a fait. À ce moment-là, chez nous, comme en France, comme à peu près partout, on déconseillait à la population d'en porter, on leur disait que c'était inutile et même on leur demandait, puisque les hôpitaux étaient démunis et n'en avaient pas, on leur demandait de venir rapporter leurs masques dans les services d'urgence pour pouvoir sauver le personnel hospitalier. Et donc au moment où ça aurait eu éventuellement un sens de le faire porter, le discours officiel c'était « n'en mettez pas, ça ne sert à rien ». Et puis au moment où on voyait la courbe qui descendait de plus en plus, on a commencé à exiger de la population qu'elle le porte, mais même en milieu extérieur, ce qui est un non-sens absolu, parce que s'il y a bien un milieu qui est correctement ventilé, c'est l'extérieur. Et donc, c'est là-dessus que je me suis évidemment insurgée, d'autant plus que je voyais passer sur les réseaux sociaux des posts que je trouvais mais extrêmement culpabilisants, selon lesquels, voilà, moi, je vais porter un masque parce que je pense à toi et je protège ta santé. Mais ne pas vouloir en porter, ce n'est pas quelque chose d'égoïste. C'est justement là-dessus, là on voit tout l'aspect psychologique. Oui, c'est ça, c'était de la manipulation. C'était ça qui me choquait, c'est ça qui m'a choqué le plus, c'était comment on parvient à manipuler l'opinion publique, parce que je ne sais pas d'où vient cette publication, hein, ça part, mais comment est-ce qu'on parvient à manipuler l'opinion publique en partant sur ses bons sentiments et sur l'envie de protéger l'autre, alors que ça n'a aucun fondement scientifique et qu'en plus, on ne le fait vraiment pas au bon moment. Et ils ont fait encore pire après avec les enfants, culpabiliser les enfants qui pouvaient tuer les grands-parents. Hein. Psychologiquement, c'est encore pire. Atroce. Et ici, pendant la période des fêtes, là, une de nos expertes, Erika De Vlieg, qui disait encore, si vous voulez revoir vos grands-parents à Pâques, n'allez pas les voir à Noël. Enfin, mais s'il vous plaît, quoi, mais c'est monstrueux. Alors que la plupart des personnes âgées qui n'attendent cette période de l'année avec impatience parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont l'occasion de voir quasiment toute la famille. Chez nous, au Luxembourg, on avait au début, hein, donc quand il n'y avait pas besoin de masque, on avait eu des documents qui étaient accrochés un peu partout, dans les bâtiments publics, dans les magasins, sur les sites internet et tout ça, où on voyait toutes les consignes qui étaient données, qu'il fallait éternuer dans son coude, qu'il fallait faire tout le tralala. Et il y a une image où on voit quelqu'un porter un masque, mais avec un symbole comme c'est interdiction, donc c'est-à-dire un cercle avec une barre oblique rouge où il y a marqué « Le masque normal ne protège pas des virus ». Voilà, c'est ce qui est marqué. Et là, tu te dis à un moment donné, donc il y a marqué qu'un masque normal, déjà, c'est quoi un masque normal? Donc moi, je suppose que les petits masques en cellulose, de toute manière, les masques en tissu, c'est des masques normaux, d'accord? Ben, ça ne protège pas des virus. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pas comme ça. Non, non, il y a marqué qu'un masque ne protège pas des virus. C'est dans les deux sens. Parce qu'après, quand on voit après aussi la porosité de ces objets, d'accord, je veux dire, quand on regarde la taille supposée d'un virus, qui est quand même tellement petit par rapport aux fibres de même le masque en cellulose, ben c'est comme si ça avait une porte ouverte et il y avait un moustique qui traversait cette porte. Et il a même été calculé, il y a même des personnes qui sont amusées à calculer combien de virus pouvaient traverser 20 000, on est sur 20 000 virus, donc côte à côte, qui peuvent traverser bras contre donc à travers une seule fibre d'un masque. Et c'est là aussi donc on se dit, après l'hypoxie, ça c'était aussi quand même, vous en aviez aussi parlé à l'époque de cette problématique de l'hypoxie, donc je vous laisse la parole. Oui, mais la difficulté de porter un masque sur des durées aussi longues, parce que surtout ici, nos enfants là, qui ont été obligés de porter le masque depuis la rentrée, c'est qu'effectivement, ça reste des gamins, donc ça court, ça joue, donc ils font de l'activité physique et ils gardent ce masque en permanence. Or, il n'y a rien à faire, à un moment donné, on finit par réinhaler ses propres germes. Le taux de CO2 augmente effectivement, ce qui induit des céphalées. Mais je discutais avec une pédiatre la semaine passée, on constate beaucoup plus d'angines cette année. C'est une recrudescence des angines. Et ça, ce sont des autocontaminations. Parce que
les gens ne changent pas le masque suffisamment souvent, et je les comprends, hein, c'est un sacré budget quand on a une grosse famille. Hein. S'il faut changer le masque de tout le monde toutes les 4 heures, ça fait une vingtaine de masques par jour, c'est un budget. Hein. Et donc, effectivement, alors du coup, les gens se sont dit, on va prendre des masques en tissu et on les lavera plus souvent. Sauf que depuis, il y a suffisamment d'études qui sont sorties, notamment une étude d'un professeur allemand en virologie qui est parue en 2020, en août 2020, et qui montre que les masques en tissu n'ont aucune preuve d'efficacité. Il n'y a personne qui peut dire que ça fonctionne. Et l'usage... le mauvais usage quotidien des masques chirurgicaux par le public va entraîner une recrudescence de ces infections, de ces autocontaminations. Donc au final, on fait pire que mieux. Toujours de toute manière, c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire la méconnaissance des personnes, des gens en règle générale par rapport à des choses qui sont tellement évidentes. En même temps, une bouche, il y a des bactéries, en veux-tu, en voilà, et puis le fait d'expirer dans ce masque en cellulose, donc plastique, bien sûr, tu crées un petit écosystème là-dedans, tu le réinhales, et puis après, tu t'auto-empoisonnes, ou bien tu crées des angines, mais c'est pas des germes qui viennent de l'extérieur, c'était propre parce que non, ils sont là. c'est les nôtres, hein, tout à fait. Exactement. Et ça, on le sait, c'est pas neuf. Hein. On a une étude de 2015, donc ça date d'il y a 5 ans, qui a publié dans le BMJ et qui montre que ces masques en tissu peuvent être pénétrés par 97% des particules, ce qui augmente le risque d'infection à cause de l'humidité permanente du coup dans cette zone. Il y avait une neurologue allemande qui avait fait une très belle vidéo, et je pense que c'est quand même non plus pas n'importe qui parle. Elle avait bien expliqué aussi les méfaits des masques par rapport à cette hypoxie, donc qui fait qu'on tue nos neurones. Bon, après, on va dire tuer les neurones, tu bois de l'alcool, tu fumes, tu prends des drogues, ça tue aussi. Mais on va dire, si tu bois pas, tu fumes pas, tu prends pas de drogue, est-ce que je dois mettre un masque qui va faire le même effet, c'est-à-dire m'empoisonner et entraîner à une perte de neurones, déjà qu'on n'en a pas trop, et apparemment, elle ne se renouvelle pas, celle-là. Donc, on renouvelle, heureusement, on renouvelle nos neurones jusqu'à la mort. Donc ça, il y a des gens qui disent qu'ils ne se renouvellent pas. Bon, je ne sais pas, maintenant, je ne suis pas assez... ouais. Mais on sait qu'on les tue malgré tout, donc, et ce qui est clair, une personne, c'est pas une bonne idée. Une caissière qui est chez Prise Unique et qui fait ses 8 heures et qui a une pause ou 2 pauses, je sais pas combien, et qui porte ça toute la journée, il est clair qu'à la fin de la journée, elle n'a pas besoin de se poser trop de questions pourquoi elle a mal au ventre, mal à la tête. Oui, mal au ventre, mal à la tête. Et tout ça, finalement, pour un résultat avec une preuve d'efficacité très minime, puisque le CDC américain a fait une étude qui a montré que 85% des personnes infectées au Covid-19 portaient un masque dans 90% des cas. Oui, donc le COVID, c'est... Bon, voilà. Après, les Suédois, eux, ils continuent leur vie sans masque. Les Suédois continuent. Eux, ils auront apparemment... il est free, le Covid. Il n'aime pas le Nord, les pays nordiques. Donc, et puis, il y avait aussi une longue période... Il n'aime pas l'Afrique non plus. Ils n'aiment pas l'Afrique non plus parce que j'ai des contacts en Afrique et ils se moquent de nous en disant en fait le Covid c'est une maladie de pays riches maintenant parce que chez nous il n'y a plus rien. Ou bien les Pays-Bas puisque maintenant ils ont aussi hélas ils sont tombés dans le piège mais ça fait combien de temps? C'était au mois de septembre. On a été aux Pays-Bas donc avec mon épouse, on traverse la Belgique, tu vas dans une station essence, là tu dois le mettre le masque dès que tu as dépassé la frontière, donc il y avait une frontière invisible qui disait au virus, tu vois, là, il y a les Pays-Bas, tu n'as pas le droit de dépasser. Voilà, donc c'est tout l'Autriche aussi, très longtemps, elle était quand même assez cool là-dedans. Donc voilà, pour les masques. Après, il y a deuxième sujet, parce qu'on va faire les trois gros morceaux, c'est le PCR, le fameux test PCR, qui apparemment, il est aussi un peu rigolo, puisque apparemment, il y a des personnes qui ont fait des tests avec, alors on a la papaye, la fameuse papaye du président de Tanzanie, de la chèvre, et donc on voit bien même que ça ne fait pas une distinction entre un humain et un animal, donc de la papaye, là on avait la compote de pommes. Oui, j'ai vu ça, la compote de pommes. Après ça, c'est pas les tests PCR, c'est les tests rapides. Le coca, c'est un député autrichien qui fait pendant son intervention, donc c'est un qui fait son boulot de vrai politicien, de député de l'opposition, qui dit mais qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous êtes en train de les délire, parce que c'est sur cette base-là
les personnes qui sont positives qu'on bloque le monde. Hein, donc, et Oui, après, c'est et ce là, c'est ce que le jugement de Lisbonne dit aussi, hein. Donc, tu as deux touristes allemands qui ont contesté le fait d'avoir été obligés d'être mis en quarantaine à cause d'un test positif. Et le jugement de Lisbonne leur donne raison en disant que si une personne est testée positive avec un test PCR pour qui il a fallu dépasser le seuil de 35 cycles, fait que le risque, enfin la chance qu'elle soit effectivement une vraie positive est inférieure à 3%. mm. Mais c'est là-dessus hein, que toute la politique de nos pays se base, c'est sur les tests PCR. Tout, absolument tout est basé là-dessus. Après, Et pourtant, les cycles, moi je les compare parce que pour vulgariser l'image, parce que d'un côté on a le monde de la médecine et de l'autre côté il y a le citoyen normal qui n'est pas forcément là-dedans. Les cycles, pour moi, c'est une loupe. C'est non, comme une c'est ça, loupe. Donc, un agrandissement photo. j'agrandis, je vois rien, j'agrandis, je vois rien, j'agrandis, je vois rien. Bon, jusqu'à 25, qui est normalement les cycles, entre guillemets, où on pourrait dire c'est bon, ben, je vois toujours rien. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Et là, Oui, on c'est arrive ça. à 30, 35, 40, 45, 50. Ben, Mhm, alors, en gros, voilà, tout le monde est positif. Si à un moment c'est donné, ça. on agrandit un petit peu plus, et après, la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on a agrandi? Est-ce qu'on a vraiment affaire à un virus ou bien un code, Non, hein, une si on a trace? dû, voilà, c'est ça. Si on a dû agrandir à ce point, si on doit dépasser les 35 cycles et agrandir la photo à ce point, c'est plus un virus qu'on trouve, hein, c'est des fragments. Mais des fragments de quoi? Et de Ben, qui? hein, de nous Ben surtout, voilà. d'exosomes, des choses comme ça, je veux Oui, c'est dire. ça. Et donc, toute la politique sanitaire, en tout cas en Belgique, est basée sur ces tests PCR. Hmm. D'après les fiches que j'ai pu voir, mais c'est très difficile, les laboratoires hospitaliers ne répondent pas à mes questions. Les labos privés, j'ai réussi à avoir quelques résultats de tests. Eux, ils mettent le nombre de cycles qu'ils ont dû utiliser. La plupart du temps, ça dépasse les 45. Hmm. Et donc, 45 cycles sur une personne asymptomatique, les chances qu'elle soit effectivement atteinte du Covid-19 sont nulles. Et donc, un ami, enfin une personne qu'on connaît en commun, donc que moi j'ai connu, ça fait maintenant des années en arrière, mais que vous, apparemment, vous avez aussi côtoyé, et c'est logique puisque vous étiez infirmière, vous parlez de anesthésie et d'urgence. Lui, en l'occurrence, il est médecin anesthésien, donc il est dans l'anesthésie et dans l'urgence, c'est Pascal Sacré, donc, qui Mhm. justement a été viré, hein, appelons un chat, il a été remercié pour avoir osé justement remettre en cause la validité de ce test. Et Alors, encore une fois, on a affaire à un professionnel là qui parle. Hein, tout à donc, fait. Il a été viré, effectivement, pour l'ensemble de ses écrits, hein, que ce soit sur le test PCR, que ce soit sur la corruption, enfin tous les écrits qu'il a publiés sur ce blog canadien, la presse canadienne qui est géniale, lui ont valu effectivement d'être mis dehors. Mais il avait fait une excellente vidéo hein, sur les tests PCR qui expliquait à quel point donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Pascal Sacré, ben, c'est le Louis Fouché, belge tout simplement. belge. Il a exactement les mêmes, ils ont plus ou moins le Voilà. même âge. Je crois que Louis Fouché, il doit être plus jeune, mais voilà, donc légèrement plus jeune. Mais ce sont deux médecins anesthésistes urgentistes, et comme Pascal l'a très bien dit, aussi Pascal Sacré, il dit, apparemment, il n'y a pas tant urgence que ça pour virer un urgentiste. Absolument. Donc, s'il y avait vraiment urgence, on pourrait faire abstraction de ça, et puis Et qu'est-ce qui est plus continuer à important d'avoir travailler. un professionnel en urgence, de lui dire, bon, parce que toi, tu as osé dire ton opinion, mais là, on voit combien ces sujets sont sensibles, parce que si justement la population, les citoyens commenceraient à comprendre ce qui se passe, cette pandémie, surtout en écoutant des professionnels, puisqu'ils ont plus de crédit Mhm. que les alerteurs comme moi, de mon côté, alors que moi, j'ai pas peur de parler puisque je ne suis pas ordonné. Donc moi, on peut pas me virer. D'accord? C'est aussi ça qui fait que beaucoup de personnes de la profession vont se taire parce Oui. qu'en même temps, ils sont ordonnés. Voici les limites que tu n'as pas le droit de franchir. Et si tu le fais, ben voilà quoi tu dois. Donc test PCR. Alors en Belgique, on avait en plus la grande chance d'avoir le choix des tests PCR qui a été souillé de conflits d'intérêts, hein, puisque Hugues Malone, qui était le directeur de l'Agence fédérale du médicament, devait ordonner en fait des tests sur les tests pour choisir quel test allait être acheté par la Belgique. Et donc, on s'est rendu compte que les laboratoires qu'il avait missionnés pour tester les tests étaient en réalité tenus par sa compagne.
Et donc, après avoir fait des tests indépendants, on s'est rendu compte que les tests que la Belgique avait achetés étaient les moins fiables du marché. 7 millions quand même, hein, la facture. Et c'est là où la facture elle commence tout doucement à gonfler pour tous les pays. On se dit, c'est bien beau tout ça, mais quand on fait quand on fait le trait, on regarde ce qu'il y a en dessous, les sommes. J'ai fait un petit calcul pour en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg. Donc 613 000 habitants. Quand on regarde la somme qui a déjà été déboursée donc pour les tests, parce que chaque personne qui va se faire tester coûte de l'argent à la collectivité aussi. Donc, on a d'une part ça. Après, bien sûr, les fameux virus qui sont déjà commandés, tout le tralala. Donc, on a tous environ 3 millions au-dessus de la tête, par tête luxembourgeoise, donc 3 millions de dettes à venir. Ouais. C'est terrible. Hein. Ça montre, en fait, cette histoire de test, c'est que c'est une épidémie de test, en fait. C'est plus une épidémie de malades. En tout cas, moi, dans mon quotidien, j'en ai rencontré 2 des malades depuis le mois de mars. On ne peut pas dire que ce soit énorme. Pourtant, ma patientèle a le même âge que les patients en soins des maisons de repos. Hein. Parce que justement, c'est très bien que vous dites cela, parce que j'ai des infirmières, enfin soi-disant infirmières, parce qu'après sur Facebook ou bien dans les réseaux sociaux, tout le monde est n'importe quoi, peut être n'importe quoi. Oui, mais toi, tu ne travailles pas dans les urgences, tu n'es pas présent pour voir le boulot qu'on a. Alors moi, je dis toujours, comme vous venez de dire, c'est très bien, sans vous l'avoir dit à l'avance, par rapport au H1N1, déjà les consignes qui étaient données une charge de travail supplémentaire qu'il n'y a pas d'habitude. Donc déjà, si tu prends toute cette part-là, ça les fatigue, les infirmiers. Si à chaque personne qu'ils ont, alors il y a une mémé qui a le nez qui coule et puis qui tout de suite, parce que la télé lui a dit que tu as le méchant virus, elle va tout de suite aux urgences, mais tu dois faire un traitement, enfin tu dois l'accueillir comme les consignes te sont dites. Et si ces consignes font que d'une intervention qui aurait duré un quart d'heure, on est 2 heures avec une personne, c'est clair qu'à un moment donné, tu es surchargé, on est en plus conscience des lits qui vont être retirés année après année. Je pense que la Belgique, elle n'est pas épargnée. Le personnel, la même chose. Et alors, logiquement, je veux dire, on n'a pas besoin d'être un génie pour dire qu'à un moment donné, ça peut plus fonctionner tout ça. C'est évident. C'est évident. On a diminué de 40% notre quantité de lits en 30 ans. Donc, ça fait quand même quasiment la moitié des lits en moins, mais sans réfléchir qu'on allait se retrouver avec le papy-boom de la fin de la guerre, puisqu'il y a à peu près 20% de nonagénaires en plus qu'il y a 15 ans. Mais donc, des lits en moins, des nonagénaires en plus, il y a un problème. Alors maintenant précisément, parce que donc vous êtes infirmière, mais toutes vos collègues, puisque comme j'ai cru comprendre, vous ne pratiquez plus, vous êtes indépendante, donc enfin vous pratiquez toujours, je veux dire, mais en tant qu'indépendante. Et c'est-à-dire les infirmières que vous côtoyez, que vous connaissez, qui sont encore au cœur des hôpitaux, c'est quoi maintenant les échos par rapport à cette charge de travail? C'est tous les mêmes, hein, mais elles ne s'affichent pas. Mais ici, j'ai une collègue qui travaille aux urgences d'un gros hôpital bruxellois et qui a d'ailleurs donné une interview au journal Kéros, qui est un journal indépendant belge, et qui dit qu'elle a jamais connu des journées et des nuits aussi calmes. Et il n'y a pas que Pascal Sacré qui a payé cher en Belgique. On a aussi le docteur Guy Mazerac qui a été licencié également, qui était médecin-chef des urgences de Libramont, je pense, dans ce coin-là de la Belgique, et avec qui j'ai eu l'occasion de discuter et qui disait qu'il tient des registres de l'augmentation du nombre de patients d'année en année. Et il disait, à partir du mois de mars, la fréquentation de mon service d'urgence a diminué pour revenir 3 ans en arrière. Les gens ne venaient plus. Les gens ne venaient plus, pourquoi? Parce qu'on leur a dit, si vous êtes malade, n'allez pas chez votre médecin traitant, n'allez pas aux urgences. Mais donc, forcément, s'il y a des gens qui se retrouvaient avec un infarctus, un AVC, ces gens sont décédés chez eux. La tragédie que j'ai vue aussi d'une dame justement qui est belge, justement, qui est aussi à cause de cette pandémie, n'a pas eu son traitement pour son cancer, donc qui n'a pas été, vous avez peut-être vu cette nouvelle, et qui dit aujourd'hui, je suis condamné, c'est trop tard. Donc, parce que je ne suis pas passé, ça va être tous les morts, Covid, collatéraux, donc comme tous les suicidés. Une des toutes premières vidéos que j'ai faites, c'était parce que j'étais enragée. Je suis sortie d'une patiente qui avait ce qu'on appelle une thrombose veineuse profonde depuis 2 mois. Donc,
une thrombose au niveau de la jambe, ça peut dégénérer. Elle a eu de la mortel, hein. chance, Ouais. ça peut être mortel, tout à fait. Ouais. Elle n'a jamais réussi à avoir un médecin chez elle. Et comme on lui avait dit n'allez pas aux urgences, elle n'est pas allée aux urgences. Mais on a complètement abandonné les autres pathologies. Et ça recommence dans une moindre mesure, mais ça recommence. Moi, il y a des personnes qui me demandent, ils disent j'ai ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Bon, parce qu'en tant que, si on se met en avant, si tu oses aller sur les réseaux sociaux et faire des vidéos, il y a des gens qui viennent vers toi. Et moi, j'aurais tendance aussi à dire à ces personnes, c'est par rapport au test. Il y a des personnes qui ne veulent pas faire le test, tout simplement. Moi, je ne fais pas confiance au test. Je ne sais pas ce qu'il y a au bout de cet écouvillon. Quand on entend, c'était même justement la Minute Ricardo, il avait parlé de masques qui contenaient des spores de champignons. D'accord? Alors, oui, il y a eu des tests contaminés, tout à fait. Voilà, donc, mais là, on parle de masques. Hein, il parlait de masques, donc je dis, s'ils sont capables de foutre dans des masques des spores de champignons, qui te dit qu'il y a quelque chose, qu'il n'y aurait pas quelque chose au bout de l'écouvillon, alors toi, tu n'as rien, on t'enfonce ça au fin fond du nez, là, tu dis, c'est quoi le délire? Alors que, soi-disant, une petite goutte pourrait suffire pour contaminer le monde entier. Encore une fois, c'est des classiques, ce que je dis là, c'est des classiques. On doit te mettre, au lieu de prendre un peu de salive et dire bah, ça suffit, puisque si tu es positif, tu as la maladie, tu l'as en toi. Mais là, il faut aller au fin fond du nez, tripoter, je ne sais pas quoi, la cervelle. Et après, voilà. Et puis, donc, il y a des choses qui sont tellement incohérentes, et surtout aussi le fait que des personnes sont mortes ou vont partir, voilà, et on ne parle pas des anciens dans les EHPAD. Donc, non, ici, il faut s'attendre dans les 5 à 10 ans à venir d'avoir les répercussions de l'abandon de soins des autres patients. Ici, en Belgique, le taux de mortalité du diabète, c'est 1,3%. Donc, chaque année, il y a 1,3% des patients diabétiques qui décèdent des conséquences de leur maladie. Mais ça, c'est quand ils sont suivis. Mais ici, pendant 6 mois, ils ne l'ont plus été. En plus, il y a toute une série d'autres métiers ont été interdits de pratiquer également. Je pense par exemple au pédicure. Je me suis retrouvée avec des patients amputés parce que personne n'avait vu qu'ils faisaient un pied diabétique. Une infection. Parce qu'ils ont essayé de couper leurs ongles eux-mêmes et qu'un diabétique, on déconseille toujours qu'ils s'occupent de leurs ongles eux-mêmes parce que ça s'infecte très très vite et on essaye que ce soit un professionnel qui le fasse, mais ils ont été interdits de travailler. Et donc, en fait, toutes ces mesures n'ont jamais été réfléchies. En fait, si, c'est faux ce que je dis. Des plans pandémie, ça fait depuis 2000, j'ai été diplômée en 2000, donc j'ai baigné là-dedans. Ça fait depuis 2000 qu'on est persuadé que l'humanité va faire face à une super pandémie qui va nous transformer en zombies, là, comme dans les films d'horreur. Et donc, des plans pandémie ont été pensés et réfléchis. Et dans ces plans pandémie, il a toujours été question d'isoler les malades le plus vite possible, de tester les malades le plus vite possible et de traiter les malades le plus vite possible. Au lieu de ça, on a isolé tout le monde, on a interdit les tests et on a interdit les traitements. On a fait tout le contraire de ce qui était prévu. Et donc, c'est clair, les patients les plus fragiles, mais ce n'est pas les nonas ou les octogénaires hein, qui sont déjà en fin de vie. Ce n'est pas cruel ce que je dis, c'est une réalité. Ils sont déjà en fin de vie. Ils ont peut-être encore 4-5 ans à vivre si le Covid n'était pas là. Mais par contre, tous ces diabétiques de 55, 60, 65 ans, eux, ils auront eu des espérances de vie en moins parce que pendant tout un temps, on ne les a pas suivis convenablement. C'est là que ma partie théoricien du complot, ou bien plutôt expert du complot, va dire ben oui, mais en même temps, ça fait partie du plan de baisser la quantité d'humains sur Terre. Ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher à la Sécu aussi, hein, tous ces gens qui meurent plus vite. Voilà, et puis donc la volonté de baisser cette population donc humaine qui est apparemment dérangeante pour ceux qui sont derrière tout ce plan machiavélique. Je vais juste, par rapport à ces fameux tests, d'un côté on a le PCR, on a aussi les tests rapides, comme on les appelle. C'est quoi la différence entre les deux? Si vous pouvez faire Mais le test PCR recherche le virus et les tests antigéniques, je pense. En fait, j'avoue que je ne connais pas exactement la différence. Je ne me suis pas penchée plus sur le sujet des tests antigéniques parce que pendant tout un temps, ils étaient interdits chez nous. Et je me demande même, le seul qui les utilise, c'est le docteur Bouillon et il n'arrête pas d'avoir des ennuis.
On Parce qu'en vient les Allemagne, on peut les acheter en pharmacie, Tout à fait. apparemment. En Allemagne, on peut, c'est ça. Ouais. Et les tests du docteur Bouillon, ce sont les tests que les Allemands utilisent. Mais chez nous, ils veulent pas. Et c'est là que j'ai eu une Et- information hier assez intéressante. Une dame aussi, une alerteuse en Allemagne, qui dit, une amie à elle, qui est pas infirmière, pharmacienne, donc, Mhm, qui est le patron de la pharmacie. Donc, il a dit, tu regardes pas ce qui est marqué sur les boîtes là. Et en fait, mhm, sur les boîtes, il y aurait eu marqué, c'est les fameux les tests rapides. Il y aurait mhm. sur une part des boîtes, il y avait marqué positif et sur l'autre négatif. Ah, Et, ça vaudrait la peine d'avoir la photo. Et c'est là justement où elle a dit, je fais un appel à toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet d'aller acheter ces fameux tests, puisqu'on peut les acheter librement, et de Ouais. trouver un laboratoire, quelqu'un où on peut faire confiance pour Mhm. vérifier s'il n'y a pas une différence entre entre les, déjà rien que dans le test, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui marquerait positif ou négatif? Ouais, tout à C'est-à-dire fait. que tu mets n'importe quoi dedans. Et là, on comprend aussi à un moment donné ce député autrichien qui met du coca, donc il trempe dans le coca, et puis le coca, il marque positif. Et là, tu dis à un moment Ouais. donné, alors il y a même des chercheurs, il y a toujours les détracteurs qui disent, oui, mais c'est pas dit qu'il faut que tu mettes du coca là-dedans, il faut que tu mettes ta salive. Mais je dis, oui, mais si j'ai bu un coca juste avant, qu'est-ce qu'il y a dans ma salive? Il n'y a pas un peu de coca, de résidu de coca. Donc, c'est là où on revient avec la bouillie, la compote de pommes, la papaye et tout le tralala, où on se Ouais, dit, c'est ça. ça n'a pas de valeur, ces choses-là. Quand tu es en bonne santé, tu es en bonne santé. Si tu es malade, si tu développes une maladie, entre guillemets, donc tu es malade. Mais si on ne va pas maintenant bloquer un pays, et en voyant tous les dégâts collatéraux économiques Mhm. que ça va jouer sur les petites, moyennes entreprises, je dis bien que les petites et moyennes, parce que les gros, apparemment, ça fait leurs affaires. Hein. On voit bien avec Amazon. Et pour les fêtes, les gens, ils vont acheter, en veux-tu, en voilà. On a vu toutes les courbes de ces grosses sociétés grimper comme pas possible, mais des coiffeuses à Liège, ils vont se suicider parce que Mhm. Mhm. ceux qui fait le bilan comptable, leur Ouais, comptable, comptable. il a déjà dit, ben, c'est mort, tu pourras plus survivre avec ton Que, commerce. que son affaire était fichue. Et Ouais. ça, c'est des tragédies absolues pour moi de voir des choses comme ça, surtout encore une fois par manque de connaissances. Donc les personnes regardent la télé. On a affaire à des personnes qui font leur métier, entre guillemets. Après, il faut redéfinir c'est quoi ce métier-là. Est-ce que c'est simplement être un rapporteur, quelqu'un qui va rapporter ce qu'on lui a dit de dire, ou bien est-ce qu'on a vraiment affaire à des journalistes, et là on rentre dans l'investigation, quelqu'un qui va reprendre les recherches à zéro pour donner vraiment, et là on parle de donc la rédaction avec le rédacteur en chef, mais non, apparemment c'est pas le cas, ils font pas leur métier, et heureusement qu'il existe des personnes qui, sur le net, pour ceux qui ne sont pas encore bloqués, parce que ça aussi, le hasard veut que non seulement ce Covid tue des personnes, soi-disant, mais aussi des personnes sur le net. Donc, des Jean-Jacques Crèvecoeur ou des David Icke ou bien Dr Bakhti un Allemand donc d'origine asiatique, un grand scientifique où son compte YouTube a aussi été donc bloqué parce qu'il ose Ouais. dire qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, le test PCR, la validité, donc, elle est vraiment, surtout quand on sait que c'est sur cette base-là que toutes les décisions sont prises. Toutes les décisions sont prises là-dessus, et on sait qu'ils ont tous été développés à partir d'une séquence de gènes qui n'était pas complète. Et donc, en fait, ils peuvent pas être suffisamment, ils sont pas spécifiques et pas sensibles assez. Hum. C'est Une comme grande, si on avait fait ce test PCR, c'est comme si on avait essayé, vous voyez les dinosaures là qu'on a retrouvés, à partir d'un os, on a essayé de reconstituer tout le squelette. Ben, on a fait la même chose avec les tests PCR. On n'avait qu'une partie et à partir de là, on a extrapolé. Et puis après, toutes les politiques de nos pays sont basées là-dessus. Mais c'est pour ça que les Africains se moquent de nous, hein, en disant que c'est une épidémie de pays riches, parce qu'il n'y a que les pays riches qui sont capables de couler leur sécurité sociale, hein, qui ont encore des cas. Et un cas n'est pas un malade. Si vous regardez les courbes, les hospitalisations diminuent, il y a quasiment plus de décès, mais il y a des cas. asymptomatique, donc comme le Des cas sida. Tu symptomatiques. l'as en toi, tu peux le propager sans le développer. Donc ça ressemble au sida un petit peu. Je veux dire Oui, enfin, l'idée, oui, hein. l'idée, c'est ça. C'est L'idée, je veux l'idée qu'ils dire. essayent de. Oui, oui. Ouais, Mais à donc mon avis, les gens asymptomatiques, ils n'ont juste rien du tout, hein.
Oui, oui, bien voilà, justement, mais avant c'était séropositif, maintenant tu es positif. Donc C'est voilà, positif, donc ok, tu l'as en oui. toi, tu peux le transmettre, tu vas pas le développer, mais l'autre il peut mourir à cause de toi. Donc c'est magique, comme la médecine, la science fait un petit peu ce qu'elle veut avec les gens. Donc c'est pour Ouais. ça qu'il serait peut-être intéressant aussi, et ça c'est un appel que je fais aux personnes bien sûr qui regardent cette vidéo, de peut-être reconsidérer complètement cette médecine justement qu'on nous impose, qu'on nous propose, qu'on nous impose, et de revoir un petit peu des travaux comme un grand scientifique qui s'appelait Antoine Béchamp, pour peut-être Mhm. s'imaginer qu'il y a peut-être derrière cette science-là qu'on nous impose des erreurs monumentales qui nous entraînent justement à croire en n'importe quoi. Ouais. Ensuite, et ça c'est un des points, on va dire entre guillemets, puisque maintenant on est passé, le masque c'est pas nouveau, hein, bon. Euh, les problèmes qu'on rencontre tous les jours, si tu as le malheur de vouloir rentrer dans un magasin parce que tu as le masque sous le nez, il y a un vigile qui vient ou bien une caissière qui dit il faut mettre au-dessus du nez. Donc ça on connaît et ça c'est bon. L'histoire du test, ben, pas de test, pas de vacances, hein, donc pas de voyage. Au boulot, si tu as le malheur de travailler dans un bureau, il y en a qui se fait tester positif, que toi tu as le droit à ton petit écouvillonnage. Parce Ouais. que voilà, donc c'est du gros n'importe quoi. Ça maintenant on l'a, mais maintenant il y a un point qui est pour moi, on va dire, le point le plus grave, c'est le Mhm. vaccin. C'est le Enfin, vaccin, le absolument. pseudo-vaccin. Oui, oui, parce qu'on ne peut pas appeler ça. Enfin, ça dépend lesquels, hein. Donc, Ah oui, le chinois. il y a le vaccin chinois, tu as le vaccin de Sanofi Pasteur qui est en cours de production, qui sont tous les deux des vaccins, somme toute, assez classiques. Bon, il Mmh. faudra voir la composition le jour où ils sortent, mais Mmh. ce ne sont pas des vaccins à ARN ou à ADN. Mmh. Maintenant, effectivement, tous ceux qu'on nous annonce en grande pompe, grande fanfare, ce sont des vaccins qui utilisent soit des vecteurs viraux, ça c'est AstraZeneca, soit de l'ARN, ça c'est Moderna, Pfizer, Biotech, et alors le vaccin à ADN d'Inovio, mais il y en a d'autres qui ont fait de l'ADN aussi. Et donc ces vaccins-là, les vaccins à ARN et ADN, ne méritent pas le nom de vaccin. Ce ne sont pas des vaccins, ce sont des thérapies géniques puisqu'elles vont aller. L'objectif est d'aller changer le mode de fonctionnement de la cellule en introduisant un gène via l'ARN ou l'ADN. Donc, ce n'est pas un vaccin, c'est une thérapie Et génique. donc, c'est ce que les personnes, pour moi, c'est vraiment, on va dire, une porte d'entrée pour, si maintenant on a en face de soi une personne qui est un tant soit peu ouverte d'esprit, et quand elle évoque ce mot vaccin, de tout de suite la bloquer, la stopper, dire non, non, c'est pas un Non, non, vaccin. non. Surtout quand on a Pfizer, AstraZeneca et Co. Et Sauf le Moderna. chinois, peut-être le russe, le Sputnik, c'est peut-être aussi à l'ancienne, je veux dire, un vaccin à l'ancienne. Et celui de Pasteur, ben, peut-être qu'il sortira jamais même. Donc, mais c'est simplement pour, parce qu'entre-temps, peut-être on va réussir à faire éclater la bulle et que les gens prennent Peut-être. pleinement conscience que ce qui se passe là, avec ces pseudo-vaccins, de bien, et là je vais demander à Isabelle justement de nous dire c'est quoi la différence entre un vaccin euh, normal, entre guillemets, qu'on connaît Mhm. depuis maintenant des décennies, hein, donc Mhm, mhm. plusieurs décennies, et ça. Et voilà, c'est quoi la différence entre un vaccin et un produit de thérapie génique? Alors, l'objectif du vaccin, c'est d'introduire une protéine virale dans l'organisme de façon à provoquer une réaction du système immunitaire et donc la production d'anticorps. En général, la plupart des anticorps vaccinaux ne sont pas permanents, c'est ce qui nécessite de faire les rappels réguliers, alors que pour la plupart des maladies, les anticorps sont pérennes quand on fait la maladie dite sauvage. Et donc ça, c'est le principe, c'est d'introduire une protéine virale de façon à ce que le système immunitaire réagisse. C'est séduisant comme théorie, mais la plupart du temps, elle oublie que pour pouvoir produire des anticorps, il faut que le corps ait des matières premières. Et la plupart du temps, en tout cas sur les personnes âgées, ces personnes âgées n'ont pas les matières premières pour pouvoir produire les anticorps demandés. Et donc, chaque année, quand on fait les campagnes de vaccination antigrippale sur des personnes âgées qui sont en général en carence en vitamine D et en zinc, on s'aperçoit que leur corps est bien dans l'incapacité de réagir et de produire les anticorps, ce qui peut rendre la vaccination mortelle. Ça, c'est le principe. Maintenant, les thérapies géniques consistent à faire pénétrer dans la cellule, chacune de nos cellules,
de l'ARN ou de l'ADN, ça dépend du vaccin, de façon à transformer le fonctionnement physiologique de cette cellule pour lui faire fabriquer des protéines qu'elle n'aurait pas fabriquées si on n'avait pas été introduire ces gènes à l'intérieur d'elle. C'est donc une thérapie génique, puisque c'est la définition de la thérapie génique. Et donc l'objectif, et c'était ça que Bill Gates disait dans une de ses conférences TEDx en étant tout excité, c'était que ça allait transformer chacune de nos cellules en usine à vaccin. C'est l'idée. L'ennui, c'est que, primo, ce genre de thérapie n'est jamais sorti des tubes à essai. C'est la première fois qu'on va les tenter sur l'homme. Donc, on n'a aucun recul. C'est vrai que les vaccins à ARN ont assez peu de risques de transformer le génome, ce qui n'est déjà pas le cas avec les vaccins à ADN. L'ADN est beaucoup plus stable, donc lui, il pourrait s'insérer dans notre génome et provoquer une modification de celui-ci, une modification qui pourrait être stable dans le temps et éventuellement transmissible. Ce risque-là est déjà moindre avec les vaccins à ARN, pour peu que les firmes pharmaceutiques aient bien fait le travail, parce qu'il faut aller nettoyer cet ARN de toutes les parties qui codent pour la transcription et qui pourraient donc faire en sorte que ça modifie le génome. Faisons confiance aux firmes pharmaceutiques en se disant qu'ils ont bien fait le job. Bon, on ne va pas leur prêter de mauvaises intentions, mais il reste une problématique. Oui, d'accord, on est d'accord, mais voilà. Il faudra demander. En fait, c'est notre droit de consommateur, c'est de dire, OK les gars, vous voulez expérimenter un truc sur nous, prouvez-nous que l'ARN messager que vous voulez faire pénétrer dans nos cellules a été effectivement débarrassé de ces parties qui pourraient poser problème. Donc ça, c'est notre droit de consommateur. Maintenant, il y a un problème principal qui est déjà prouvable, celui-là, c'est le fait qu'ils aient dû ajouter ces nanoparticules lipidiques pour permettre à l'ARN messager de pénétrer dans nos cellules. Parce que l'ARN est tellement fragile que si on l'injecte comme ça, il va être dégradé très rapidement. Il faut absolument qu'il arrive au sein des cellules. Et ces nanoparticules lipidiques, quand on connaît leur mode de fabrication, elles sont synthétiques évidemment, ce n'est pas naturel. Elles risquent de provoquer effectivement de graves réactions allergiques au moment de l'injection, mais aussi des allergies croisées. Ça veut dire que les gens qui se seront fait vacciner pourraient devenir, après vaccination, des allergiques en puissance. C'est problématique. Donc, mais on peut dire quand même, malgré tout, maintenant je vais jouer mon seau, et le seau SOT, mais aussi le récipient qui est vide. Donc, je vais canaliser des informations. Je dis en tant que seau, si je comprends bien, ce vaccin ADN a une incidence sur mes cellules de mon corps et va les modifier. C'est ça. Donc, je suis un organisme génétiquement modifié. Et là, on rentre de nouveau dans la théorie de la conspiration. Donc, de comprendre qu'à partir du moment où tu deviens un organisme génétiquement modifié, peut-être qu'une partie de toi appartient à la société qui t'a fait cette injection. Comme ils l'ont fait avec des porcs en Allemagne. Donc, Monsanto ont séquencé une séquence d'une race porcine. Et ces éleveurs de porcs, ils doivent maintenant tous les années débourser une certaine somme à Monsanto, puisque une part du porc appartient à Monsanto. Et là, je dis, waouh, si ça, c'est pas le casse du siècle, parce que tout ça, ça se fait en sous-marin, bien sûr. Ils ne vont pas nous dire, voilà, que maintenant, on va ponctionner 3 € de votre salaire tous les mois. Ça, vous n'allez pas voir 3 €. Pour les plus démunis, les personnes pauvres, 3 €, c'est 3 €. Mais pour ceux qui gagnent bien leur vie, 3 € qui vont disparaître sur 5 milliards, faites le compte, vous allez voir. C'est une théorie, bien sûr. Alors ici, en Belgique, on n'a acheté aucun vaccin à ADN, donc je touche du bois pour que ça ne leur prenne pas l'idée. C'est ARN alors, en Belgique. Oui, chez nous, on a acheté tous les vaccins à ARN. D'accord. Bon, maintenant, effectivement, il faut être sûr que l'ARN a été convenablement nettoyé et qu'il n'y aura pas de risque d'intégration. Mais après, moi, ce qui ne me plaît pas dans cette histoire-là, c'est aussi cette histoire zéro recul. Donc, zéro recul, on t'injecte quelque chose. D'accord, tu es un cobaye, même dans la vidéo que j'ai vue que vous aviez faite, un cobaye. On ne te dit pas, tiens, tu dois signer que tu es d'accord, parce qu'on va même te donner une prime pour ça, parce que les étudiants américains qui se font vacciner là, à tout va pour gagner quelques sous, quand on sait un petit peu la problématique
que connaissent les étudiants pour financer leurs études. Et souvent, ils prêtent leur corps pour des expériences comme ça. Et c'est ce que Isabelle disait justement dans cette vidéo où je l'ai revue, donc c'est pour ça que je l'ai invitée. Elle dit, ben, un cobaye, normalement, si tu joues le cobaye, si tu fais un contrat, parce que tu donnes ton corps, tu proposes ton corps à la science, et normalement, tu es rémunéré pour ça. Et là, non seulement tu n'es pas rémunéré, tu fais partie de cette phase test qu'ils ont complètement, ils n'ont même pas parlé de ça, donc il n'y a pas de test, que les gouvernements acceptent ça aussi, au nom soi-disant de l'urgence qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'urgence. Et c'est là où tu dis, urgence. Voilà, donc s'il y avait vraiment, c'est même Perron, il dit, s'il y avait 50% de l'humanité qui mourrait, on s'en fout. Alors, on essaye. Mais ce n'est pas le cas, c'est 0,05%. 0,5%, tout à fait. Et encore parmi ces 0,05%, il y a c'est la grippe traditionnelle, régulière, donc saisonnière, des gens qui meurent de plein de pathologies. Il y a aussi des gens qui meurent de vieillesse, hein, d'accord. Oui. Ah mais non, Pépé, il est mort à 93 ans du Covid. Donc, on meurt plus de vieillesse. Le COVID a remplacé la vieillesse. Il a tout, donc c'est comme je dis, quelqu'un retrouvé avec une balle dans la tête, chef, c'est le COVID. Ouais. Oui, donc, non, la plupart des gens ne se rendent pas compte que les process de fabrication des vaccins ont déjà été compressés au maximum. Donc, les firmes pharmaceutiques ont reçu l'autorisation de zapper une partie des essais sur animaux, mais la phase 3 des essais cliniques n'est pas terminée. Donc, ça veut dire que toute personne qui accepterait de se faire vacciner quand ils arriveront sur le marché, bon, ici, nos hommes politiques ont dit le 5 janvier, mais c'est des effets d'annonce, hein, c'est des effets politiciens. Au niveau, ne fût-ce que logistique, c'est compliqué. Ça me paraît même impossible de commencer au 5 janvier. Mais bon, imaginons que une personne qui se fait vacciner le 5 janvier, elle rentre dans le cadre de l'essai clinique de phase 3. Mais il faut que les gens sachent ça. Il y a des règles qui encadrent les essais cliniques. On ne peut pas faire ça de façon sauvage, comme ça, sans prévenir les gens qui participent à un essai clinique. Quoique tests animaux, c'est fait, puisque Reinhard Füllmich, un avocat allemand, j'ai vu cette vidéo donc de mes propres yeux, je ne peux pas dire que j'ai entendu dire que lui, il a dit qu'il a dit. Non, Reinhard Füllmich, qui est quand même un avocat engagé allemand, qui est aussi, il a une collaboration avec Robert Kennedy et tout ça, donc il est en vidéoconférence avec un spécialiste qui raconte qu'au mois de mars, AstraZeneca, ils ont injecté, donc c'est un laboratoire de la santé animale, pour la santé animale en Allemagne, maintenant je ne sais plus le nom du laboratoire, donc ce laboratoire ont injecté, ils avaient 40 furets, mais ils ont injecté que la moitié, donc 20 furets, ils ont injecté le vaccin AstraZeneca. Ensuite, ils ont inoculé la grippe, soi-disant le Covid, à ces 40 furets. Ben, ils sont tous tombés malades, sauf que ceux qui n'étaient pas vaccinés, ils ont guéri après 2 semaines. Par contre, ceux qui ont été vaccinés, après 2 jours, ils étaient tous morts. Donc, c'est là où, à un moment donné, tu dis, encore une fois, un test animal, oui, ça a été fait à la rapide. Des autres rumeurs qu'on nous dit que c'est maintenant, encore une fois, je ne sais plus lequel des vaccins c'est, mais au mois de janvier, il y avait déjà un vaccin qui était prêt. C'est celui de Pfizer, j'ai vu ça dans la presse. Voilà, donc en un week-end. Moderna, ils ont fait ça en un week-end. En un week-end, mais sur quelle base? En se basant sur… bon, après, c'est peut-être que le vaccin traditionnel qui a besoin de la souche, enfin de l'information pour pouvoir le faire. Après, peut-être ces vaccins synthétiques qui ne sont pas des vaccins, donc ces produits de thérapie génique, on n'a pas besoin d'avoir le séquençage. Parce que normalement, il faut un séquençage, il faut avoir l'information de ça pour pouvoir avoir un effet il faut quand même bien avoir l'information du virus contre justement, mais comment ils font ça en janvier? Écoute, c'est impossible puisque la Chine n'a pas réussi à produire le séquençage du virus avant quasiment mars, avril. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont séquencé? Apparemment, non. Apparemment, non. Eh ben voilà, donc on se dit, mais alors sur quelle base ils vont là? Et encore une fois, donc il est extrêmement important que les gens prennent conscience de ça, que ce n'est pas un vaccin, que c'est un produit de thérapie génique, donc un produit ARN, ADN, bon bref, voilà, qui va avoir comme une action sur ton corps. Si c'est de l'ADN, c'est encore pire, mais l'autre, on n'a aucun recul. Les gens, ils y vont parce qu'ils ont tellement confiance. Et c'est ça aussi la problématique parfois de ce monde médical où les gens, ils y vont, c'est l'homme en blanc, c'est celui qui va te sauver. Donc, on voit un petit peu
le symbolisme qui est caché derrière aussi. Donc, il va me sauver, je suis malade. On en oublie complètement que une grippe, on peut aussi la soigner avec un bon grog, comme nos grands-mères le faisaient à l'époque. Je veux dire, tu n'as pas besoin de courir aux urgences parce que tu as le nez qui coule ou bien une petite poussée de fièvre. Octavie, mon épouse, elle avait une poussée de fièvre il y a quelques semaines en arrière. On ne sait pas d'où ça vient, mais 24 heures, l'affaire était réglée. Donc, un petit coup de froid. Donc, oui, c'était un courant d'air. Tu avais pris froid, oui, c'est vrai. Donc, les gens, ils ont aujourd'hui, quand je dis les gens, c'est-à-dire les personnes qui ne s'intéressent pas à ces sujets-là, ils en oublient des choses. Une fois, j'ai eu l'expérience avec une médecin de famille comme ça, qui travaille pour l'État. C'était une fonctionnaire d'État. Donc, il est clair que si tu travailles pour l'État, tu as ton salaire tous les mois, et puis tu peux peut-être dire des choses que peut-être si tu es privé, dans ton cabinet, tu ne vas pas forcément dire. Et cette médecin, elle me dit, vous savez quelle est la différence entre une grippe soignée avec médicaments et une grippe soignée sans médicaments? On guérit plus vite de la grippe sans médicaments. Elle m'a pas répondu comme ça, elle a dit celle sans médicaments ça prend 7 jours et celle avec médicaments 1 semaine. Donc c'est un petit peu la même chose, donc ton corps il fait le boulot et puis c'est simplement que les médicaments vont peut-être te retirer un petit peu le bobo que tu ressens et puis voilà, puisque ça va jouer sur les neurotransmetteurs. Voilà, donc on a un peu fait le tour des 3 sujets. Donc vraiment on était sur les masques, encore une fois parler de est-ce que c'est vraiment indispensable de porter un masque. Aussi, cette histoire on pourrait peut-être aussi parler de ça, c'est justement parce qu'il y a des personnes qui, chacun pour soi, Dieu pour tous, chacun pour soi, il faut se protéger. Mais on va parler aussi d'immunité collective. D'accord, c'est aussi un sujet très intéressant. De dire, mais on est dans l'illusion d'être séparés physiquement l'un de l'autre, mais en fait, nous sommes une humanité et c'est les plus forts qui vont réussir à régler un problème, qui vont transmettre pas que apparemment dans la médecine on parle de virus, mais on transmet aussi des informations qui vont faire que les autres vont commencer aussi à créer dans leur corps ce dont ils ont besoin pour pas tomber malade. Oui, tout à fait. L'immunité a été une des victimes collatérales du Covid-19, puisqu'on ne nous en a jamais parlé. On n'a jamais donné d'explication à comment la booster. On n'a jamais dit aux gens qui sont les victimes, entre guillemets, préférentielles. Je préfère vraiment mettre entre guillemets, parce que moi, tous les patients diabétiques que je suis, il n'y en a pas un qui a fait le Covid. Non, s'il y en a un qui a fait le Covid et voilà, il le raconte comme étant une grosse grippe. Donc, on n'a jamais donné la moindre consigne à qui que ce soit pour comment faire en sorte que son système immunitaire fonctionne. Au contraire, on les a tous renvoyés à la maison avec du Doliprane, du paracétamol, ce qui est une catastrophe pour le système immunitaire, pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça fait diminuer la fièvre. Or, la température, c'est la première réaction nécessaire. Voilà, c'est la première chose. Dès que vous faites chuter la fièvre dans une infection virale, vous prolongez l'infection virale de 2 jours. C'est con. Autant supporter sa fièvre une bonne journée, le lendemain, c'est terminé. Mais le paracétamol a aussi cette mauvaise habitude de cracher les taux de glutathion sanguin. Or, le professeur Montagnier, quand il travaillait sur le HIV, a montré qu'un bon taux de glutathion était corrélé avec une bonne réaction immunitaire. Tout simplement parce que quand on n'a pas suffisamment de glutathion, nos globules blancs meurent plus rapidement. Ils ont une durée de vie moins longue. Si vous donnez du paracétamol à quelqu'un qui est déjà faible et qui pourrait être une victime du Covid-19 et que vous le faites rentrer à la maison avec du paracétamol et qu'après vous ne surveillez pas ce qui se passe, vous pouvez avoir quelqu'un qui effectivement se dégrade très vite. Et l'immunité collective, c'était à mon sens l'objectif que visait la Suède. Après, elle a fait des erreurs dans sa prise en charge comme tout le monde et franchement, quand on voit son bilan, on serait vraiment malhonnête que de lui jeter la pierre par rapport aux petites erreurs qu'elle aurait pu faire. Mais je pense qu'elle est arrivée à un stade où, pour elle, le Covid-19, à la fin de cet hiver, merci, au revoir, sa population est tranquille grâce à l'immunité croisée, parce que c'est un coronavirus comme les autres. Or, quand vous rencontrez un autre coronavirus, vous faites une immunité qui va pouvoir servir à tous les autres coronavirus, même si elle n'est pas tout à fait spécifique, c'est l'immunité croisée. Et au moins, c'est beaucoup plus efficace sur le long terme qu'une histoire de vaccination dont on ne connaît pas les effets secondaires, pour lequel on n'a aucun recul, que les firmes pharmaceutiques nous prétendent efficaces à 90%,
mais uniquement sur base de communiqués de presse et sans que personne n'ait accès aux résultats de leurs essais cliniques. Et encore une fois de plus, ce que je disais, c'est que les anticorps qui sont acquis par vaccination sont rarement pérennes. Il faut refaire des doses et des doses et des doses, alors qu'une fois qu'on a fait la maladie, en général, on est tranquille. C'est là aussi où il y a quand même des chercheurs, des personnes qui disent, mais c'est du jamais vu de parler de deuxième, troisième vague. D'accord. Non, bien sûr. Ça monte, il y a une pointe, une apogée, et ça redescend, et c'est fini, c'est mort. Après, on ne peut plus parler, parce que c'est toujours le même, hein, il est intelligent, voilà, donc il est très, je te dis, il a quelque chose, il attaque les gens à des endroits précis, il attaque les gens, pas dans les métros, il les attaque par contre à la maison. Hein? Au restaurant. Au restaurant, il attaque les gens au restaurant, mais pas dans le métro. Voilà, assis, pas debout. Donc, il les attaque debout, pas assis. Voilà. Donc, à un moment donné, tu dis, encore une fois, ça vole pas très haut. Enfin, je sais pas ce qui vole haut, mais en tout cas, l'intelligence de certaines personnes qui répandent des âneries un peu partout, à un moment donné, il faut aussi être, et je pourrais pousser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin tout ça, mais c'est pas maintenant le but de cette émission-là, dans ce qui concerne, bien sûr, et je reviens sur Antoine Béchamp, de pleinement saisir ce génie, cet homme qui pour moi est l'équivalent de Nikola Tesla, qui a été aussi complètement mis de côté par rapport à ses découvertes. Et aujourd'hui, honteusement, on appelle une voiture Tesla qui n'a rien à voir avec les travaux de Nikola Tesla, surtout quand on voit le personnage qui est derrière cette société, qui fait aussi partie de cette bande de fous furieux, pro-transhumanisme, qui veut chipper nos têtes avec des micro-puces, et puis voilà, donc on voit à qui on a affaire. Voilà, je pense, Isabelle, je vous remercie pour cette intervention. Je vous remercie parce qu'il était très important d'avoir des confirmations aussi, d'accord, puisque là, on a vraiment des confirmations par rapport à des personnes qui se disent, bon, oui, toi, tu le dis, mais tu n'es pas docteur. Alors ça, c'est aussi un truc rigolo. Hein. On me dit, oui, mais toi, tu dis ça, mais tu n'es pas docteur. Je dis, ah ben attends, Macron, il n'est pas docteur. Non plus. Ouais, pourquoi est-ce que tu veux Ah, d'accord, ou bien, je sais pas, Xavier Bottel, hein, chez nous au Luxembourg, Xavier Bottel. Même Lénotte, la ministre de la Santé, Lénotte, elle est avocate, elle n'est pas docteur. Alors pourquoi est-ce qu'elle aurait plus raison que moi? Ah, parce qu'ils ont des experts. Ben moi, je vais prendre des autres experts qui sont tout autant experts, voire même plus experts, parce qu'ils ne sont pas vendus, parce qu'ils ne passent pas à la télé, justement, ces gens-là. Et c'est ces personnes-là, et en l'occurrence aussi Isabelle, qui m'a donné, justement, qui confirme, et puis aussi, voilà, qui ose partager ces informations qui sont très importantes pour confirmer que on n'est pas si fou que ça non plus. Du tout. Et puis que la bataille continue, donc apparemment, puisqu'on nous a déclaré la guerre à 6 reprises. Il paraît ça, j'ai entendu. Apparemment, donc Macron, il a bien dit que nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Il a dit 6 fois, à 6 reprises. Donc, je vous remercie Isabelle d'avoir partagé cette heure avec nous. Je vous dis peut-être à une prochaine pour une autre intervention. On va voir la suite, à quelle sauce on va être mangé dans les mois qui vont suivre. Et puis… à la sauce transhumaniste. Voilà. Donc, je vais vous laisser… les vaccins génétiques, du génie génétique, là, c'est pour ça. Hein. C'est le premier pas vers le transhumanisme. Eh bien oui, surtout quand on voit aussi ce qu'ils veulent nous mettre dans le corps. Donc, quand on parle de nanoparticules, ça peut être aussi des nanoparticules qu'on peut imprimer, où on peut donc imprimer une information à l'intérieur, et puis automatiquement, quand tu traverses une porte qui est prévue à cet effet, automatiquement, ah tiens, telle personne vient de traverser puisque ces nanoparticules ont été imprimées. Donc, je vous laisse quand même le mot de la fin. Ce que vous voulez dire Eh bien, ce que je veux dire, c'est que l'union fait la force, hein, c'est la devise de la Belgique, et je pense que on est de plus en plus nombreux à avoir conscience maintenant qu'il y a un gap entre le discours et la réalité. Ils ont été tellement loin, en tout cas chez nous, hein, je ne sais pas si vous avez entendu les consignes qu'on a reçues pour les fêtes de Noël, hein, puisque ridicule. Nous avons… Ridicule. Hein. Je pense que là, ils ont été un pas trop loin pour de plus en plus de gens qui du coup, prennent un regard… Il faut dire, là, Maggie, tu débloques. Oui, mais c'est plus elle. Elle n'est plus là? C'est plus elle. Non, elle est plus là. Ah d'accord, merde, j'avais zappé ça. On a enfin un gouvernement après 18 mois de négociations. Non, mais par contre, c'est toujours les mêmes experts. Hein. Donc, ils ont dit tout, ils ont reconstruit, mais c'est toujours les mêmes. Hein. Malheureusement, c'est toujours les mêmes. Et donc, il faut qu'on se réunisse vraiment
le plus possible pour non seulement échanger les informations qu'on a, parce que si elles circulent et si elles se ventilent, eh bien, on sera de plus en plus nombreux à être éveillés. Mais il faut aussi qu'on se réunisse parce que, on l'a dit, des gens souffrent aujourd'hui. Hein. On a eu un suicide à Liège déjà. C'est probablement pas le seul qui va arriver parce que voilà. ce qu'on appelle chez nous les CPS ne font que gonfler. Et si il y a une possibilité d'obtenir justice pour les gens qui ont le plus souffert des prises de décision ridicules et scandaleuses de notre gouvernement, on peut y arriver si on est le plus nombreux possible. Voilà. Ben, merci. Ah ben, moi, je vais aussi, alors comme Isabelle vient de citer la devise de la Belgique, moi je vais citer la devise du Luxembourg. Wir willen blijven wat zijn. Nous voulons rester ce que nous sommes. Hein, déjà, Ah c'est ouais, déjà pas bien mal. vu, ça c'est Si on bien, pouvait, ça c'est ben oui, d'actualité ça. wir willen blijven wat zijn. Nous voulons rester ce que nous sommes. Nous ne voulons pas devenir des robots. Nous ne voulons pas devenir des êtres modifiés génétiquement ou quoi que ce soit, ou bien améliorés. Hein, c'est le mot qu'ils utilisent. Donc, on aimerait bien rester des humains, bien biologiques, avec aussi comment dire, ce droit de tomber malade, surtout si on comprend que la maladie, elle ne vient pas par hasard. C'est aussi une question, hein, le mal a dit. Donc, le mal est en train de te dire quelque chose. Donc, de comprendre toute cette science qui est purement ésotérique, voire même alchimique. Donc, et puis donc, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je remercie encore une fois Isabelle d'avoir participé à cette émission. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission avec un nouvel invité surprise. Je peux vous assurer qu'il va être très, très intéressant aussi, cette intervention-là. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci Isabelle. De rien, au revoir.